Un homme blond en uniforme orné confronte avec colère un homme aux cheveux noirs souriant, insistant sur le fait qu'il a parlé à la dame en premier. La dame blonde aux yeux verts en question sourit vivement, appréciant clairement l'attention. Les deux hommes semblent troublés tandis que les deux femmes blondes, l'une aux yeux verts et l'autre aux cheveux ondulés, les observent avec amusement. La femme blonde aux cheveux ondulés se demande pourquoi son amie, Rosarin, rougit soudainement. Rougissant de bonheur, la blonde aux yeux verts, Rosarin, se tient le visage tandis que son amie décide que sa réaction signifie que l'affaire est réglée. Tenant un oiseau de feu, un orateur invisible demande jalousement pourquoi quelqu'un porterait une tenue assortie à celle de la fille d'un comte, alors qu'il est là. Après le départ de tous, l'homme aux cheveux noirs interroge la blonde aux cheveux ondulés à propos de sa robe assortie, lui demandant si elle trouve cela excessif. La femme aux cheveux ondulés est secrètement amusée par sa jalousie, pensant qu'être assortie à Lady Rosarin est différent d'une tenue de couple. Il éclate de frustration, saisissant l'oiseau de feu à l'air en colère et criant sa propre jalousie envers une femme. Elle l'identifie comme Théo Artane, le protagoniste masculin possessif de l'histoire originale, mais trouve bizarre que sa jalousie soit dirigée vers une autre femme. Cette révélation la laisse complètement stupéfaite et déconcertée. Théo s'empêche mentalement de l'appeler sa bouée de sauvetage, lui complimentant maladroitement sa beauté à la place. Ailleurs, Rosarin est folle de joie, rayonnante en serrant une brassée de boîtes cadeaux. Théo observe avec un regard sérieux et intense. La blonde aux cheveux ondulés ferme les yeux avec un soupir de résignation, déclarant qu'elle comprend. Une nouvelle pensée frappe Théo, le laissant complètement déconcerté et se demandant ce qui se passe. Réfléchissant à ses paroles récentes, elle pense que ce n'est pas quelque chose que le vrai Théo dirait. Elle réalise avec un sentiment désagréable qu'elle est la cause de cette étrange situation, mais ce n'est pas ce qu'elle voulait. Plus tard, Rosarin demande nerveusement à une femme nommée Lady Lyrie s'il est vraiment acceptable qu'elle porte une robe sur mesure de la célèbre Madame Perroche. Lyrie, la blonde aux cheveux ondulés, offre à Rosarin un sourire chaleureux et rassurant. La créatrice, Madame Perroche, est montrée dans un élan de génie créatif, riant en esquissant des idées pour leur robe d'amitié. Rosarin s'inquiète que porter une robe sur mesure soit contraire au protocole social pour la famille d'un comte, car une telle tenue est réservée à la plus haute noblesse. L'homme blond se tient avec Rosarin dans la boutique de robes. Son expression un mélange d'admiration et d'inquiétude. Lyrie expose son poing avec assurance, gesticulant de manière affirmée. Rosarin observe avec des yeux écarquillés et une excitation nerveuse. Lyrie se remémore leurs temps ensemble, se rappelant comment Rosarin lui avait même offert du thé. Elle sourit, se rappelant avec tendresse le moment où le grand-duc et le prince héritier se sont inopinément joints à leur pause thé. Ce souvenir joyeux lui arrache un large rire joyeux. Son rire s'estompe alors qu'elle se souvient de son passé, celui où elle dirigeait le groupe qui intimidait et excluait Rosarin. Remplie de regrets, Lyrie se tourne vers Rosarin et lui présente ses sincères excuses pour ses actions passées. Complètement prise au dépourvu par les excuses, une Rosarin stupéfaite ne peut que demander « Hein ?» Les deux femmes sont assises l'une en face de l'autre, tandis que la lourde conversation se poursuit. Lyrie admet que Rosarin a dû souffrir à cause de sa propre petite jalousie. Elle offre un sourire doux et plein de remords, ses excuses étant sincères. Alors que Lyrie confesse que son propre cœur étroit a transformé Rosarin en une mauvaise personne, les mains de Rosarin serrent le tissu de sa robe. Lyrie réfléchit silencieusement à la pureté et à la délicatesse de Rosarin. Submergée par l'affection, Lyrie pense que Rosarin est tout simplement trop mignonne. Rosarin rougit joyeusement et prend les mains de Lyrie, scellant ainsi leur nouvelle amitié. Le prince héritier blond les regarde, complètement choqué par le développement inattendu. Submergé par l'émotion, Rosarin joint ses mains, tandis que des larmes de joie coulent sur son visage. Se tenant les mains, Lyrie ressent une étrange émotion nouvelle, se disant que, bien qu'elle aime toujours les hommes, pour l'instant. Une notification système apparaît devant Théo lui demandant pourquoi la fille du comte, Melzévian, envoie des cadeaux tous les jours. Entourée de cadeaux, Lyrie dit à Théo qu'elle pense qu'ils ont commencé après qu'elle ait dit vouloir être amie, le poussant à demander pourquoi. Lorsque Théo insiste pour avoir des détails, Lyrie explique que les cadeaux sont variés, mais consistent principalement en feuilles de thé. Elle propose de partager du thé avec lui, puis retire l'offre, mais décide finalement de partager puisqu'il a déjà acheté du thé pour Rose. Par son orbe de communication flottant, Théo demande lequel de tous les cadeaux de la fille du comte elle préfère. Surprise, Lyrie réfléchit à la question avant de répondre qu'elle aime le plus les feuilles de thé.
Agacée, elle suppose correctement qu'il était sur le point de raccrocher immédiatement après avoir obtenu sa réponse. À l'intérieur de l'orbe, la sombre humeur de Théo s'éclaircit car il semble satisfait de sa réponse, pensant « c'est mieux » avant de mettre fin à l'appel. Alors que Lyrie lui souhaite bonne nuit, l'appareil de communication, RIP, répond poliment. Souriant doucement depuis l'orbe, Théo lui souhaite bonne nuit et dit qu'il la contactera à nouveau. Rougissante, les yeux pleins d'amour, Lyrie piaille de joie à son souhait de bonne nuit. Donnant des coups de pied excités sur son lit, elle s'extasie sur la façon dont il était mignon quand il a failli raccrocher, se demandant pourquoi tout ce qu'il fait est si adorable. Elle serre son oreiller fort, revivant avec bonheur ce doux moment. Perdue dans une rêverie rose, elle imagine un Théo à l'air sérieux. La scène bascule violemment vers Lyrie, face à un monstre massif et rugissant au milieu d'une mer de feu. Désormais en uniforme formel, Lyrie affronte la menace d'un regard déterminé, invoquant une boule de feu. Elle déchaîne une puissante explosion de feu qui engloutit une créature monstrueuse. Un énorme monstre serpentin charnu hurle, tandis que les flammes le consument. Contente d'elle, elle célèbre avoir abattu son premier monstre et pense qu'elle s'en est plutôt bien sortie. Après qu'une femme proche hurle, la colère de Lyrie s'enflamme alors qu'elle aperçoit un autre monstre, criant « Ce salaud !» et attaquant avec une énergie rouge en forme de griffe. Son attaque ardente incinère complètement le monstre suivant. Entourée de flammes, elle planifie son prochain mouvement, décidant d'attirer l'attention du monstre en invoquant à nouveau du feu au bout de ses doigts. À sa grande confusion, son sort s'éteint avec une faible bouffée de fumée. Arborant une moustache comique en forme chibi, elle se demande pourquoi ses pouvoirs ont échoué à nouveau. Son expression tourne à la panique pure, alors qu'elle réalise qu'elle est en grave danger. Le monstre se jette sur elle tandis qu'elle hurle intérieurement. « Pas maintenant !» L'ombre colossale de la bête s'abat sur elle alors qu'elle fonce. Dans une panique chibi, elle tente frénétiquement d'invoquer sa magie, suppliant le feu de jaillir alors que le monstre se rapproche. Une explosion de feu massive et incontrôlée jaillit de sa position. L'air horrifiée, elle s'avoue discrètement qu'elle aurait dû pratiquer davantage le contrôle de son pouvoir. Elle se tient seule dans une clairière calcinée et désolée, effarée d'avoir tout réduit en cendres. Deux soldats, l'un aux cheveux gris et l'autre aux cheveux roux, arrivent sur les lieux, l'air choqué. Le soldat aux cheveux gris explique que l'armée impériale s'est précipitée ici, après avoir détecté un monstre de haut niveau, seulement pour le trouver déjà mort, et les gens en sécurité derrière une barrière. Lyrie rayonne de joie et de soulagement, tandis que le soldat la remercie d'avoir sauvé tout le monde. Le soldat lui dit que son unité s'occupera du nettoyage et lui conseille d'évacuer en toute sécurité. Elle sourit, pensant qu'il est parfait de laisser le reste à l'armée impériale. Soudain, le son d'un puissant impact résonne depuis la forêt voisine. Entendant les bruits de combat, Lyrie se tourne vers le bruit, essayant d'en localiser la source. Elle observe sous le choc, alors qu'elle aperçoit le prince héritier enveloppé dans un tourbillon d'énergie magique. Le prince héritier, contusionné et souillé de terre, serre les dents, luttant pour maintenir son pouvoir. Lyrie se frappe le front, se souvenant soudain qu'il était en compétition sur les terrains de chasse de Théo et qu'elle l'avait complètement oublié en sauvant des gens. Rejetant cette pensée, elle décide qu'il ne mourra pas, et que cette épreuve est un point de l'intrigue nécessaire pour qu'il rencontre l'héroïne. Un moment de contemplation silencieuse passe alors qu'elle réfléchit à son prochain mouvement. Changeant d'avis instantanément, elle se maudit d'avoir failli abandonner quelqu'un de blessé et court vers lui, agacée par le prince idiot. Un monstre cornu déchaîne un souffle d'énergie brillante de sa gueule. Le prince héritier lève les yeux alarmés, alors qu'un anneau de feu protecteur se matérialise soudainement autour de lui. Le monstre cornu est immédiatement frappé et consumé par une puissante force ardente. Une main pâle et veinée est montrée, tremblant légèrement. Le prince héritier et Lyrie se tiennent ensemble, face à une bête ailée massive et démoniaque qui vient d'apparaître. Le prince héritier, surpris, se tourne vers Lyrie, exigeant de savoir ce qu'elle fait là. Il la repousse d'urgence, criant que c'est trop dangereux pour elle. Lyrie le pousse rapidement contre un arbre, lui couvrant la bouche, et le faisant taire pour que le monstre ne les remarque pas. Son expression est sombre, alors qu'elle se souvient avoir vu 2 cadavres de monstres en chemin. Comptant les corps, elle réalise que le prince héritier doit avoir tué 3 monstres de haut niveau seul, admettant à contre-cœur qu'il n'est pas entièrement incompétent. Le prince héritier la regarde, complètement stupéfait par son apparition soudaine et ses actions. Elle dit au prince gravement blessé de se cacher, déclarant qu'elle s'occupera elle-même du monstre. Se retournant pour affronter la bête, elle le prévient sévèrement de ne pas bouger de sa place.
Alors qu'elle s'éloigne en courant, le prince héritier la regarde partir, toujours appuyée faiblement contre l'arbre. Le moment où elle l'a plaqué contre l'arbre se rejoue, son cœur battant fort à leur proximité soudaine et intense. Le cœur battant, le prince héritier blond serre sa poitrine, complètement troublé par leur rencontre rapprochée. Ouch! Il s'adosse à l'arbre, surpris par un son soudain provenant de la bataille. L'iris s'élève dans les airs, entouré d'un maelstrom de magie de feu crépitante. Une puissante décharge d'énergie rouge s'abat sur le flanc d'un monstre gris aux allures de requin. Observant les courants d'air tourbillonnants, Lyri identifie son adversaire comme un monstre d'attribut vent. Un message système explique que c'est pourquoi Cardin, le prince héritier, a du mal, car il est difficile de combattre un monstre qui partage votre propre attribut le plus fort. Le démon ailé, bien que malmené et épuisé, lance un regard menaçant avec un sourire, s'étant poussé à bout, tout comme Cardin. Lyri remarque les mouvements lents du monstre, mais sans ses propres réserves de magie dangereusement basses. Cardin se précipite en avant, appelant désespérément « Madame !» Ouch! Une brillante explosion de feu doré éclate devant lui. Debout au sein d'un vortex de flammes tourbillonnantes, Lyri prépare son attaque finale et puissante. Elle lève la main, commandant calmement l'enfer déchaîné qui l'entoure. U-G-H. La force de l'affrontement magique envoie Cardin trébucher en arrière de douleur. Ses yeux bleus s'écarquillent avec alarme et détermination. Les deux se font face à travers une clairière désolée, avec des rafales de vent tourbillonnant entre eux. Au milieu des vents tourbillonnants, Lyri observe avec une expression calme et avertie. Cardin serre sa poitrine, son visage mêlant choc, saleté et détermination rougie. Lyri conserve un regard serein et confiant. L'air complètement déconcerté, Cardin blessé s'écrie. « Hein ? Prince héritier ?» Lyri le regarde fixement, complètement abasourdi, et se demandant quel genre d'absurdité il débite maintenant. Souriant malgré ses blessures sanglantes, Cardin conclut joyeusement qu'elle a dû se cogner la tête. Lyri le pointe du doigt avec accusation, soulignant l'hémorragie sévère de sa tête et insistant sur le fait qu'il a besoin d'une attention médicale immédiate. Une main lui agrippe soudainement l'épaule, l'arrêtant en pleine phrase. Cardin lui demande avec colère si elle va bien avant de déclarer qu'elle est définitivement trop bien pour ce salaud de Théo. Avec une intensité passionnée, il jure de la faire retomber amoureuse de lui, se corrigeant pour l'appeler Riri, la laissant stupéfaite. Depuis une tente voisine, on entend Cardin marmonner pour lui-même, se demandant de quelle partie de lui Riri est tombée amoureuse avant de se corriger, et d'affirmer que c'est lui qui lui dit qu'il l'aime maintenant. Alors qu'un préposé soigne ses blessures, Cardin continue de marmonner qu'être avec lui est mieux que d'épouser le grand-duc du Nord, désolé, insistant sur le fait que ses sentiments sont sincères cette fois. Lyri observe avec confiance tandis que Cardin, bandé et choqué, la fixe. Cardin a un flashback délirant d'une Lyri chibi jurant de le protéger, maintenant convaincu qu'ils étaient toujours destinés à être ensemble, tandis que la vraie Lyri le regarde avec agacement. Intérieurement, Lyri fulmine à sa déclaration qu'ils sont destinés à s'aimer. Lyri sort en trompe de la tente, appelant frénétiquement un prêtre et annonçant que le prince héritier est devenu complètement fou. Elle affirme qu'il est possédé après avoir combattu une bête, incitant un prêtre choqué à demander si c'est vrai. Entouré d'une aura purificatrice bleue, Cardin insiste sur le fait qu'il va bien. Dans une scène chibi chaotique, Lyri ordonne au prêtre d'exorciser le démon satanique du corps de Cardin. Un Cardin agacé crie qu'il va bien et dit au prêtre de partir, envoyant l'homme saint valser. Maintenant propre, Cardin demande effrontément à Riri de rester au palais impérial et de prendre soin de lui pendant qu'un serviteur apporte une serviette. Il ajoute avec un sourire que si elle le soigne, il est sûr de récupérer encore plus vite. Lyri rejette catégoriquement son offre, déclarant qu'elle n'est plus intéressée par le palais. Quand elle ajoute que Théo détesterait ça, Cardin se fâche, mais elle lui rappelle qu'elle doit s'en soucier, puisque Théo est son fiancé. Cardin remarque soudain la blessure sur son bras et crie d'inquiétude, mais elle la minimise. Il se précipite vers elle, lui saisissant le bras et insistant sur le fait que sa blessure est très grave. Une femme royale vêtue d'une robe rouge et or apparaît entre des rideaux dorés, questionnant leur présence et s'identifiant comme l'impératrice. Les larmes aux yeux, l'impératrice exprime son immense soulagement que le prince héritier soit sain et sauf. Cardin semble fou de joie de la voir, tandis que Lyri observe de côté avec une expression fatiguée. L'impératrice s'écrie de soulagement, appelant son bébé. « Cardin !» Alors que Cardin et l'impératrice s'enlacent dans une réunion émouvante, gémissant bruyamment, Lyri se demande si elle est tombée dans un feuilleton. L'impératrice tient le visage de son fils,
lui demandant en larmes pourquoi il était dans un endroit si dangereux. Cardin explique qu'il ne supportait pas l'idée de perdre à nouveau contre ce misérable au festival de chasse. Lyrie pense en elle-même que c'est un idiot dont la pensée enfantine, tout comme dans l'histoire originale, la conduit à un endroit avec plus de bêtes magiques. L'impératrice explique que 4 bêtes magiques de haut niveau sont apparues, ce à quoi Lyrie réagit sous le choc, tandis que l'impératrice minimise la situation. L'impératrice tressaille sous le choc, pensant en elle-même quel fou furieux il est. Forçant un rire, l'impératrice écarte sa réaction à Cardin, tandis que Lyrie note sa surprise bien qu'elle ait orchestré l'événement. Lyrie analyse la situation, sachant que l'impératrice considère Théo comme une menace mais n'est pas encore prête à le faire tuer. Une silhouette sinistre et encapuchonnée sourit d'un air menaçant, tandis que la narration révèle que l'impératrice n'a aucune idée de ses véritables intentions. Lyrie comprend que le magicien noir engagé par l'impératrice manipule ses ordres pour son propre programme sinistre. Cardin dit joyeusement à sa mère que Riri lui a sauvé la vie, tandis que Lyrie et une femme blonde en uniforme, Lady Stella, regardent, confuse par son exagération. Lady Stella flatte nerveusement l'impératrice, qui semble peu impressionnée. Cardin sourit joyeusement en s'accrochant à l'impératrice, qui garde une expression tendue et lasse. Lady Stella loue la vertu et la force de Lyrie, mais Lyrie décline humblement les compliments. Un minuscule Cardin chibi apparaît derrière l'impératrice, annonçant joyeusement que Riri deviendra d'abord la princesse héritière. Lyrie s'éloigne, exaspérée que la famille royale soit si difficile, et que les relations de l'histoire deviennent de plus en plus complexes. Soupirant de frustration, elle désespère de savoir comment arranger les choses, mais décide au moins de réparer la principale histoire d'amour. Son attention se porte sur la réparation de la relation entre le duc du Nord et Rosarin, alors qu'une botte d'homme apparaît. L'homme aux cheveux noirs, Théo, apparaît devant elle avec un regard sérieux et intense. Tandis qu'un papillon voltige près de quelques fleurs, la voix de Théo demande si elle a sauvé cet idiot stupide. Il la réprimande pour avoir pris un tel risque dangereux, demandant ce qui se serait passé si elle avait été blessée, mais elle minimise le danger. Théo aperçoit une blessure sur le dos de sa main et exige qu'elle la lui montre. Il lui prend doucement la main, révélant une blessure sombre et éraflée sur sa peau. Regardant la blessure, il confirme qu'elle est blessée, tandis qu'elle le regarde en retour. Théo demande avec colère pourquoi le prince est si spécial qu'elle risquerait sa vie pour lui, effrayant Lyrie par son intensité. Il continue à lui tenir la main, son expression sombre et contemplative. Lyrie a un moment de révélation. Elle panique intérieurement, regrettant de l'avoir traité d'idiot et se demandant maintenant s'il est en colère contre son silence. Résolue à ne pas reculer, elle craint qu'il ne refuse de la ramener au village. Rassemblant son courage, elle décide d'aller de l'avant avec son plan, commençant nerveusement par un « Lyrie dit rapidement à Théo d'attendre pendant qu'elle se change, le prévenant sévèrement de ne pas dire un mot. Alors qu'elle s'enfuit, elle espère désespérément avoir bien géré la situation, inconsciente du sourire aux dents acérées de Théo derrière elle. Elle décide que s'il est en colère, elle s'excusera simplement auprès de lui plus tard. Ses pensées se tournent vers sa véritable priorité, sauver les habitants tremblants du nord du froid glacial. Une cheminée éteinte reste froide, tandis qu'une pensée dédaigneuse suggère de simplement rester sous une couverture. Une mère réconforte son enfant endormi, lui disant de tenir bon car le grand-duc arrive bientôt. La mère supplie désespérément son enfant de ne pas s'endormir, tandis qu'il regarde faiblement à travers une fenêtre givrée. Par la fenêtre, l'enfant est stupéfait de voir des plumes magiques et ardentes flotter du ciel. Une main conjure une boule de feu brillante, illuminant la nuit sombre et enneigée. Au centre du village, Lyrie invoque un magnifique phénix fait de pure flamme pour réchauffer toute la zone. La mère regarde avec admiration et révérence, murmurant qu'elle est la sainte. Le phénix ardent brille intensément, révélant qu'il s'agit de la sainte venue sauver le Nord. Entourée de flammes dorées et de son brillant phénix, Lyrie sourit sereinement au village. Une version chibi d'elle-même l'exhorte à arrêter de saluer les gens et à rentrer, tandis qu'un oiseau de feu repose sur un toit enneigé. Après avoir visité la dernière maison, Lyrie se sent étourdie et faible, réalisant qu'elle a utilisé trop de mana à allumer des feux pour tout le monde. Elle trébuche d'épuisement, mais Théo la rattrape juste à temps, lui demandant si elle, Rose, va bien. Il remarque à quel point elle a l'air mal, craignant qu'elle n'en fasse trop. Wouch! Alors qu'elle s'effondre, Théo crie « Rose !» Mais sa vision se brouille, et elle pense qu'elle le voit en double. Un homme d'apparence gentille avec des lunettes sourit doucement.
L'homme aux lunettes assure Théo que le mana de Rose se rétablira après qu'elle aura dormi, mais Théo lui dit sèchement de partir. La veillant pendant qu'elle dort, Théo réfléchit sombrement qu'il ne l'aurait jamais amenée s'il avait su qu'elle se pousserait si fort. Un souvenir refait surface de Lyrie, traitant avec colère quelqu'un d'idiot têtu, pour avoir refusé de demander de l'aide. Théo se souvient avoir emprunté de l'aide une fois par nécessité, mais avoir juré ensuite de toujours tout gérer lui-même, quoi qu'il arrive. Un homme aux cheveux blonds confronte Théo, exigeant de savoir jusqu'où il compte utiliser la dame. Intérieurement, Théo admet qu'il détestait l'idée que ses fiançailles puissent passer pour une simple utilisation de sa part. Avec un léger sourire, il se demande s'il peut encore se permettre de s'accrocher à un orgueil inutile. Actuellement, Lyrie dort profondément, ses cheveux blonds étalés sur un oreiller rouge. Un souvenir refait surface de Théo avec une femme blonde nommée Rosarin, se rappelant qu'elle nourrissait des sentiments pour le prince héritier. Le souvenir continue, dépeignant Rosarin comme un Cupidon, prêt à tirer une flèche à pointe de cœur. Il se souvient ensuite d'une Lyrie chibi, se plaignant de son comportement étrange envers son amie, Lady Roselyne. Un autre souvenir suit, celui de Lyrie, lui déclarant passionnément son amour par-dessus tout. Il la revoit en uniforme formel, déclarant résolument son devoir de protéger le peuple de l'Empire, la trouvant compatissante. Boum! La prise de conscience la frappe alors qu'elle regarde vers la porte. Elle doit être dans la chambre de Théo. En regardant autour d'elle, elle reconnaît les meubles soignés et modernes comme son style distinctif. Tandis qu'il se penche sur elle, elle demande ce qui s'est passé. Il explique qu'elle s'est effondrée d'épuisement de mana et la réprimande de l'avoir inquiétée. Une Lyrie chibi prend mentalement note que l'épuisement de tout son mana l'a fait s'effondrer, et qu'elle doit être prudente. Théo sourit, son beau visage entouré d'une aura radieuse et fleurie. Submergée par son apparence éblouissante, une Lyrie chibi sent qu'elle ne peut absolument pas se reposer. Elle lui dit qu'elle va bien et veut s'asseoir, mais il lui demande si c'est vraiment ce qu'elle veut. À son grand choc, il la soulève et la place sur ses genoux alors qu'il est assis sur le lit. Elle clarifie qu'elle voulait dire qu'elle voulait s'asseoir dans le lit, ce à quoi il répond en plaisantant qu'elle est, en fait, assise. Il la tient fermement, son regard intense la laissant troublée et sans voix. Avec une expression chibi joyeuse, Théo décide de retirer l'oreiller, le jetant de côté, tandis que Lyrie le regarde surprise. Il la tire dans une étreinte étroite, déclarant que la tenir est la chose la plus confortable au monde. En la regardant, il rassure doucement Rose que les habitants de Sendali sont maintenant en sécurité. Il lui propose ensuite de lui accorder un souhait. Elle le regarde, troublée par son offre soudaine. La tenant maintenant façon mariée, il l'encourage à faire un vœu, mais elle insiste qu'elle n'en a pas. Rougissante, elle le fixe dans les yeux, captivée. Il lui caresse doucement la joue. Perdu dans ses pensées, tenant sa barbe à papa, Théo réalise que si Lyrie devient impératrice, il deviendra empereur. Il rit nerveusement, tentant de faire passer sa pensée ambitieuse pour une blague, auprès d'un Cardin silencieux, tandis que Lyrie sourit à ses côtés. Alors qu'un Théo chibi grignote sa barbe à papa, une Lyrie chibi se demande si son commentaire n'était vraiment qu'une blague. Cardin s'approche de Roséarin, lui annonçant que son traitement est terminé, tandis que Lyrie et Théo observent en arrière-plan. Une Roséarin joyeuse, accompagnée d'un homme à moustache, remercie le prince héritier pour son aide. Cardin semble confus un instant avant que Roséarin ne lui montre une tache sur ses vêtements. Il le rejette comme quelque chose qui s'est passé plus tôt, mais elle le regarde avec inquiétude. Cardin déplore que sa belle robe soit abîmée, en tendant la main vers la manche tachée. Oh! Une Roséarin chibi surprise regarde la magie commencer à tourbillonner. Cardin utilise ses capacités magiques, enveloppant la robe de Roséarin dans une aura bleue purificatrice. Tandis que la magie opère, une bulle de pensée note la tâche. Et confirme triomphalement qu'elle a maintenant disparu. Roséarin est stupéfaite par le nettoyage et le séchage magique, tandis que Lyrie et Théo observent de loin. Elle compare mentalement sa capacité à un nettoyeur haute pression moderne, capable d'éliminer même la saleté tenace. Alors qu'il enchaîne avec un séchage puissant, elle admet qu'elle voit Cardin sous un nouveau jour, à la confusion de Théo. Cardin déclare fièrement son engagement envers le bien-être des citoyens alors qu'il marche avec Roséarin. Roséarin appelle Lyrie à les rejoindre, mais un Théo irrité serre le poing, prêt à intervenir. Théo dit à Roséarin que Lyrie est avec lui, tandis que Cardin lui crie dessus pour son impolitesse et déclare qu'il emmènera Lyrie lui-même. Lyrie explique qu'il profitait juste du festival, soupirant intérieurement que le drame du triangle amoureux les ait finalement rattrapés. Une main saisit fermement le poignet d'une autre, tandis qu'une voix ordonne à tout le monde de s'arrêter. Clignant de l'œil avec espièglerie,
Lyrie saisit les deux hommes et les entraîne joyeusement loin d'une rosarin surprise. Lyrie rappelle aux deux hommes agacés de retourner à leurs devoirs au lieu de simplement s'amuser. Regardant par-dessus son épaule, elle réfléchit que malgré tout, certaines choses n'ont pas changé du tout. Alors que les deux hommes se chamaillent en s'éloignant, Lyrie réalise que les changements de l'histoire ne la dérangent pas. Elle observe les deux hommes se disputer, une nouvelle pensée commençant à se former dans son esprit. Se souvenant des adieux joyeux de Cardin, elle termine sa pensée, admettant que ces mots l'ont rendue très heureuse. Lyrie sourit, sincèrement contente de l'instant. À la résidence du duc, Lyrie se souvient comment Théo, qui déteste soi-disant les festivals, a insisté pour l'accompagner. Elle se souvient de sa raison. Il ne supporte pas les démonstrations publiques d'affection, comme le montre le dégoût d'un Théo Chibi. Entouré de couples amoureux, Théo reste figé d'agacement, confirmant son dégoût pour l'atmosphère romantique. Submergé par les démonstrations publiques d'affection, Théo crie de pure frustration. Lyrie nourrit calmement son oiseau de feu avec une baie, indifférente à l'expression choquée de Théo en arrière-plan. Elle se remémore avec tendresse leur journée au festival, portant de jolis bandeaux, jouant à des jeux et prenant des photos ensemble. Alors qu'ils regardent les feux d'artifice, Lyrie se demande en plaisantant si l'auteur de l'histoire originale les a créés. Enchantée par le spectacle, elle s'émerveille de la magie, désignant un feu d'artifice en forme de dragon. Théo la taquine sur son manque de connaissances académiques et mentionne la magie impressionnante de Cardin pour enlever les taches. Lorsque Théo remarque qu'elle ne ressemble pas à une noble, Lyrie panique intérieurement, craignant d'avoir révélé ses véritables origines. Il clarifie, notant qu'elle ignore les formalités et est inhabituellement amicale avec les roturiers. Il avoue que c'est sa première fois à un festival avec quelqu'un, se sentant chanceux que ce soit avec elle, ce qui la laisse perplexe. Théo lui offre un sourire chaleureux et sincère, ses yeux remplis d'affection. Il prend délicatement sa main dans la sienne. La regardant profondément dans les yeux, Théo lui demande s'il peut partager toutes ses premières fois avec elle à partir de maintenant. Touchée et rougissante, Lyrie le regarde en retour, le cœur battant. La scène se déplace vers l'impératrice, seule dans un bureau somptueux et ensoleillé. Elle cueille délicatement une rose blanche, se piquant le doigt sur une épine et en tirant une goutte de sang. Le sang goutte sur un coffre verrouillé, activant un sceau magique rouge lumineux. Clic! Le loquet de la mystérieuse boîte s'ouvre avec une lueur sinistre. Une figure sinistre et encapuchonnée émerge des ombres, saluant l'impératrice avec un sourire malveillant. La figure encapuchonnée exprime sa surprise d'être convoquée, mais l'impératrice lui rappelle froidement l'incident où il a failli tuer le précédent prince héritier. Elle lui offre une chance d'expier son erreur passée, et il s'incline profondément, la remerciant pour l'opportunité. L'impératrice semble troublée en demandant à la silhouette encapuchonnée ce qu'elle doit faire. La silhouette encapuchonnée propose de provoquer n'importe quel désastre pour dévaster le nord, plus il est grand et fréquent, mieux c'est. Avec un sourire sinistre, l'impératrice accepte, espérant que le plus de gens possible mourront. La silhouette encapuchonnée demande combien de temps il doit continuer, ce à quoi l'impératrice répète pensivement sa question. Elle révèle son plan cruel. Continuer jusqu'à ce que la jeune femme qui veut épouser le grand-duc soit effrayée par les désastres. Avec une expression froide et déterminée, l'impératrice finalise son sinistre projet. La scène passe à Théo, main dans la main avec Lyrie, lui disant qu'il a quelque chose à confirmer. Une Lyrie ravie lui demande joyeusement ce qu'il veut confirmer. Se retirant légèrement, il sourit et lui demande comment était le baiser. Rougissante, Lyrie admet qu'il embrasse bien, et demande s'il a vraiment besoin de le confirmer à nouveau, se demandant s'il a ressenti quelque chose, et si c'était vraiment ce qu'il voulait. Pshh! Une boule de feu brillante s'allume dans la paume de Théo, tandis qu'il lui dit de regarder. Lyrie observe avec inquiétude des tourbillons de magie aquatique entourer la flamme brillante dans sa main. Elle a l'aide d'incrédulité, réalisant que le feu ne s'éteint pas. Théo sourit, maintenant la flamme stable au sein de la magie aquatique, confirmant son observation. Lyrie est stupéfaite, demandant si c'est une flamme éternelle et quand il a appris à la créer, ce à quoi il affirme simplement que oui. Dans une jolie fantaisie chibi, Théo et Lyrie partagent un doux et tendre baiser. L'esprit de Lyrie est en état de choc absolu. Théo admet qu'il était autrefois incertain, mais est maintenant certain de sa nouvelle capacité. Une Lyrie radieuse brille d'une lumière dorée, enveloppant protectoirement une petite version de Théo dans son pouvoir. Lyrie réalise que cette capacité n'était pas dans l'histoire originale, concluant qu'elle a été omise parce que son personnage est mort trop tôt. Avec un éclair d'inspiration, Lyrie suggère avec enthousiasme à Théo que s'ils s'embrassent beaucoup,
sa capacité pourrait durer plus longtemps. Alors que Théo semble légèrement surpris, une Lyrie embarrassée insiste sur le fait qu'elle n'a pas de motif caché. Il la serre dans ses bras, lui disant avec admiration qu'elle agit déjà comme une véritable grande duchesse. Lui chuchotant à l'oreille, il la taquine, en disant qu'il n'y a qu'une seule façon de tester sa théorie et trouve sa réaction mignonne, irrésistible. Il la serre fort par derrière, déclarant qu'il n'y a rien à penser. Les deux partagent une étreinte heureuse et aimante dans un magnifique jardin. En regardant la grande résidence, un sentiment d'appréhension surgit soudainement. Lyrie se regarde dans un miroir, mortifiée de voir que ses lèvres sont visiblement gonflées. Elle se remémore leur frénésie de baisers passionnés, se rappelant un moment romantique sur un bateau. Un souvenir d'eux s'embrassant près d'une fontaine suit, ainsi qu'un autre moment intime qui la laisse complètement déconcertée. De retour à son bureau, Lyrie réfléchit à ce cadre de roman, inattendu et intrigant. Elle décide que le roman est le meilleur à bien des égards, alors qu'un livre magnifiquement relié brille devant elle. Folle de joie, elle loue le génie de l'auteur et jure d'embrasser Théo souvent pour le rendre plus fort. Un souvenir d'elle planifiant un barrage pour les inondations du Nord refait surface, la faisant se demander pourquoi une inondation n'a pas encore eu lieu. Elle réfléchit à son bureau, sachant que les glaciers étaient censés fondre juste après le festival. Trempant sa plume, elle admet qu'elle est soulagée que l'inondation n'ait pas encore eu lieu. Pendant qu'elle écrit, elle réalise que le seul moyen de prévenir la peste est d'attraper le mage noir, mais elle s'inquiète de ne pas savoir par où commencer. Une réalisation soudaine lui vient à l'esprit. Rosarin est nécessaire pour résoudre ce problème. Avec un regard de détermination tranquille, Lyrie se concentre sur son nouveau plan impliquant Rosarin. La scène transite avec une image de motifs floraux blancs complexes sur un fond sombre. Une couronne royale est montrée tandis qu'une boîte de texte révèle que l'attribut de Rosarin est le pouvoir divin. Une explication se déroule. Le pouvoir divin est exclusif aux femmes de la famille Melzébiane, et est la seule chose qui peut contrer la magie noire. Lyrie mord sa plume, se souvenant comment Rosarin a résolu la peste, et s'est rapproché de Théo dans l'histoire originale, puis sourit, réalisant que cela n'arrivera plus. Elle réfléchit à ses connaissances limitées du pouvoir divin et de la magie, se rappelant qu'elle n'a appris ses usages au-delà de la lutte contre les monstres que récemment. Un homme blond joyeux en tablier à volant prend la pose, tandis que Lyrie décide d'étudier ses propres capacités et le pouvoir divin. Théo apparaît dans un orbe magique, demandant si elle a vraiment décidé d'étudier à nouveau les capacités melzébianes. Lyrie rayonne d'excitation, annonçant leur projet d'aller ensemble à la bibliothèque du temple demain. Son expression joyeuse disparaît alors qu'elle le confronte, exigeant de savoir comment il savait que ses inquiétudes concernaient la magie noire. Théo révèle qu'il a enquêté sur le festival de chasse et l'allie à son avertissement précédent concernant un mage noir provoquant une inondation. Théo confirme que le mage noir est réel, expliquant qu'il ne l'a pas signalé pour protéger le Nord, exactement comme elle le souhaitait. Dans un souvenir chibi, Lyrie serre son oreiller, tandis que la voix de Théo jure de punir ceux qui l'ont blessé. Une Lyrie bâillante dit qu'elle va se coucher, mais Théo, souriant dans son orbe, lui demande de faire cette chose d'abord. Une Lyrie chibi se demande si elle le doit, alors que la voix de Théo lui rappelle leur promesse de le faire avant de raccrocher. Lyrie marque une pause un instant, l'air hésitant avant de prendre sa décision. Une femme de chambre annonce joyeusement que Lady Roserine est arrivée pour voir Lady Lyrie. Lyrie, maintenant vêtue de vert, descend le couloir et répond qu'elle arrive. Un fond floral lumineux annonce l'arrivée enthousiaste de Rosarin avec les mots « Lady Lyrie Tilde ». Rosarin apparaît, vêtue d'une robe et d'un chapeau magnifique, tenant une boîte cadeau avec une expression joyeuse. Lyrie s'interroge intérieurement sur la tenue de pique-nique de Rosarin. Confuse et exaspérée, Lyrie rappelle à Rosarin qu'elles étaient censées aller à la bibliothèque du temple aujourd'hui. Rayonnante, Rosarine rappelle joyeusement à Lyrie qu'elle a promis qu'elle commencerait à étudier ensemble. Rosarine admet avec enthousiasme qu'elle n'a même pas pu dormir, ce qui fait se demander à Lyrie ce qu'il y a de si excitant dans une bibliothèque, puis ajoute qu'elle était triste de ne pas avoir pu mieux connaître Lyrie à l'académie. Rosarin avoue tristement n'avoir aucun souvenir de ses jours à l'académie, et une Lyrie troublée confirme que c'est pourquoi elle l'a invitée à étudier. « Oui !» s'exclame Rosarin en arrivant à la magnifique bibliothèque du temple. Les yeux verts de Rosarin étincellent de pure délice et d'anticipation. Les portes de la section de la famille Stella s'ouvrent de manière spectaculaire, et Rosarin s'émerveille devant la vaste collection d'anciens textes de sa famille. Accompagnée de Théo et d'un autre homme, Lyrie demande à une Rosarin ravie si elle est heureuse de voir tous les livres de sa famille.
Rosarin choisit des livres avec enthousiasme, tandis que Sir Grey propose de les porter, et Lyrie se résout à prioriser l'apprentissage du pouvoir divin. Lyrie s'interroge sur l'énergie débordante de Rosarin, alors qu'elle suggère de commencer par les livres anciens de sa famille. Alors que Rosarin est impatiente d'apprendre sur le pouvoir divin, Lyrie trouve cela ennuyeux mais accepte d'y aller, Sir Grey les suivant avec une énorme pile de livres. Sir Grey monte la garde tandis que les deux jeunes femmes s'installent à une grande table et commencent leurs études. Lyrie demande si toucher Rosarin lui permettra de voir les esprits maléfiques. Rosarin le confirme, expliquant que son pouvoir rend les esprits normalement invisibles visibles aux autres. Une lumière brillante lui alors qu'il est expliqué que les esprits maléfiques ne sont un problème que parce qu'ils sont invisibles, les voir les rend faciles à vaincre. Lyrie lève les yeux de son livre, un air de compréhension sur le visage. Rosarin explique que dans le passé, les femmes de sa famille devaient souvent donner leur sang pour combattre la magie noire, ce qui fait que Lyrie est désolée de leurs difficultés. Lyrie qualifie le pouvoir divin d'incroyable capacité, et une Rosarin émue dit que Lyrie est la première personne à lui dire cela. Rosarin tient un livre, un regard pensif et légèrement sombre sur son visage. Rosarin révèle que l'Académie a même essayé de supprimer les cours de pouvoir divin, qualifiant cette capacité d'inutile. Elle explique que les cours n'ont été sauvés que parce que les familles les plus puissantes s'y sont opposées, tandis qu'un livre détaille la chute du pouvoir divin. Lyrie est totalement choquée d'apprendre que le pouvoir divin était si peu considéré. Après que Rosarin ait humblement déclaré qu'elles étaient juste reconnaissantes de ne pas avoir leur titre révoqué, Lyrie claque ses mains sur la table, déclarant furieusement que qualifier ce pouvoir de « pas nécessaire » est absurde. Lyrie insiste avec passion sur le fait que le pays aura un jour besoin du pouvoir de Rosarin. Elle la regarde sincèrement et lui dit d'avoir confiance en ses capacités. Un doux sourire ému se répand sur le visage de Rosaline. Rosarin se met à pleurer de bonheur, ce qui pousse une Lyrie riante à lui demander pourquoi elle pleure encore. La scène se déplace vers un paysage enneigé devant un grand bâtiment, où une voix ordonne à Adil de n'apporter que les affaires urgentes. Dans son bureau, Théo ordonne à Adil de préparer un portail de téléportation vers la bibliothèque du temple, à la grande surprise de son aide. Adil trouve admirable que Théo aille étudier. Théo clarifie que c'est Lyrie qui étudie, la louant d'avoir obtenu son diplôme en tête de sa classe et de continuer à perfectionner ses compétences. Il continue fièrement, rappelant à Adil qu'elle est la seule de l'Empire à pouvoir manier la flamme inextinguible et la flamme de vie. Théo déclare qu'aucun autre noble ne travaille aussi dur qu'elle, tandis qu'Adil se demande s'il doit continuer à écouter cet éloge dithyrambique. Fouche! Alors qu'Adil s'en va, Théo traite ses documents avec une vitesse et une efficacité incroyables. Tandis qu'Adil sort, Théo pense qu'il devrait sauter les fiançailles et passer directement au mariage. Il signe un autre document avec une fioriture, décidant qu'il y a une limite à sa patience. Avec une détermination ardente dans les yeux, Théo jure de l'épouser rapidement et d'en faire sa femme, seulement pour être interrompu par une voix inattendue. Adil réapparaît, taquinant qu'il pensait qu'ils avaient déjà passé leur nuit ensemble, ce qui amène un Théo troublé à demander quand il est revenu. Adil pose calmement une tasse de thé sur le bureau, expliquant qu'il l'apportait tandis que Théo était trop absorbé pour le remarquer. Un Théo rougissant admet qu'ils se sont seulement embrassés, ce qu'Adil trouve sain, mais Théo ajoute qu'ils ont été interrompus parce que Lyrie s'est endormie. Adil sourit avec soutien, conseillant à Théo que tant que leurs sentiments sont mutuels, leur rythme n'a pas d'importance. Un aide inquiet à lunettes s'adresse au grand-duc avec une question hésitante. Dans un jardin, Théo observe avec une expression calme et légèrement amusée. L'aide avertit Théo que ses manières désuètes pourraient être mal interprétées, mais Théo, signant des documents, insiste sur le fait qu'il n'est pas dépassé. Dans une fantaisie comique, un Théo divin est présenté comme une incarnation de la virilité, son aide le regardant avec incrédulité. Théo déclare froidement qu'il prendra des précautions légales pour s'assurer qu'elle ne puisse pas s'enfuir, tandis que son aide lui tend les documents nécessaires. La scène passe à un magnifique manoir ensoleillé avec des jardins impeccables. Alors qu'elle se promène avec Lyrie et un homme aux cheveux gris, une femme blonde nommée Rosaline confirme qu'elle a fait un sandwich pour Lyrie. Lyrie loue le sandwich comme étant vraiment délicieux, ce qui apporte un sourire de soulagement au visage de Rosaline. Alors que Lyrie demande la recette, Rosaline accepte joyeusement de la lui apprendre la prochaine fois. Le visage de Lyrie s'illumine d'excitation alors qu'elle demande si Théo est là. Debout sur le chemin du jardin, Théo sourit chaleureusement en attendant. Une Lyrie joyeuse dit à Grey d'emmener Rosaline à l'intérieur, affirmant qu'elle veut parler seule à Théo. Rosaline regarde avec une expression sombre, tandis que Lyrie s'approche de Théo.
Théo prend une Lyrie ravie dans ses bras pour une étreinte de retrouvailles passionnées. Rosaline observe leur étreinte, son expression devenant triste et lointaine. Arborant un sourire, Rosaline s'excuse auprès de Sir Grey pour sa distraction. Un gros plan montre les pieds de Rosaline alors qu'elle se retourne pour s'éloigner. Rosaline s'éloigne avec Sir Grey, son agréable comportement disparu. Dans une grande bibliothèque, Sir Grey propose de ranger les livres que Lady Rosaline a fini de lire. Remarquant son expression triste, Sir Grey s'inquiète qu'elle semble un peu abattue. Un joyeux souvenir de Lyrie et Théo, riant ensemble dans le jardin, apparaît. Sir Grey est surpris de voir Rosaline perdue dans de sombres pensées. Rosaline est assise seule, son regard lointain est rempli de mélancolie. Le souvenir du visage souriant de Théo persiste. La scène se déplace vers un champ de bataille enneigé, où Lyrie réalise avec horreur que les spectres invisibles sont apparus trop tôt, imputant la faute à sa propre erreur. Un Sir Grey ensanglanté protège Lyrie d'une attaque de son propre corps. Lyrie exige frénétiquement de voir les blessures de Grey, mais il essaye de l'arrêter alors qu'elle ignore ses protestations. Blessé lui-même, Grey retourne la question à Lyrie, s'informant de ses blessures. Lyrie s'accroche à son manteau, déclarant farouchement que s'ils doivent se battre, ils le feront ensemble. Paf! Grey assomme Lyrie, la suppliant de l'écouter. Lyrie crie le nom de Grey alors qu'il s'effondre, l'ayant protégé. Le visage barré d'une entaille, Lyrie berce Grey tombé, sa propre main saignant. Tandis qu'elle le tient, elle réalise que brûler aveuglément la zone pour combattre les spectres détruira le village. Déterminée, elle jure qu'il doit y avoir un autre moyen, alors que les flammes commencent à tourbillonner autour d'eux. Un énorme phénix de feu apparaît au-dessus, et Lyrie le reconnaît comme l'Ynix. Alors que le feu pleut, Lyrie comprend que l'Ynix brûle les spectres invisibles. Elle observe son schéma de vol et en déduit que le phénix ne peut pas non plus voir les spectres. Pour l'aider à le guider, Lyrie décide de lancer ses propres flammes près du phénix. L'énorme oiseau de feu tourne brusquement la tête, son regard intense. Gloops! Une Lyrie éclaboussée de sang lève les yeux, confuse et alarmée. Alors que l'Ynix crie étrangement, une Lyrie horrifiée se demande s'il a avalé un spectre. Les yeux de Lyrie s'écarquillent dans une terrible prise de conscience. Dans le reflet de son œil, elle voit une ombre monstrueuse se déplaçant dans le feu du phénix. Un oiseau d'ombre grotesque et multioculaire émerge de l'obscurité. Lyrie halète en réalisant qu'elle peut soudainement voir les spectres, un essaim de corbeaux ténébreux remplissant le ciel. Sa queue de cheval blonde fouettant au vent, Lyrie se tient seule face à la terrifiante horde. Alors qu'un spectre plonge vers elle, Lyrie se tourne pour affronter la menace, son expression sombre. Pow! Lyrie déchaîne ses propres flammes, prête à riposter contre les créatures de l'ombre. La volée de spectres aux yeux rouges descend sur elle. Lyrie tient bon, alors que l'obscurité commence à consumer sa cape blanche. Une Lyrie éclaboussée de sang fixe avec une détermination farouche, entourée d'un enfer déchaîné. Dans un éclat de gloire, elle traverse un puissant vortex de flammes. Pendant ce temps, un Sir Grey bandé se repose paisiblement au lit. À son chevet, Lyrie explique à sa femme de chambre qu'un spectre invisible est apparu. Choquée que des spectres soient dans le nord, Lyrie se tourne vers sa femme de chambre, Gemma, pour expliquer quelque chose d'important. Elle raconte comment son phénix, l'Ynix, est mystérieusement apparu pour la sauver, se demandant comment il avait pu la trouver. Gemma écoute avec un air de compréhension naissante. Elle se souvient de l'explication de Lyrie, selon laquelle l'Ynix était un enfant créé à partir de sa propre force vitale, ce qui lui permettait de toujours la retrouver. Gemma se souvient aussi que Lyrie affirmait que le phénix pourrait être un meilleur protecteur que Sir Grey, parce qu'il n'est qu'humain. Lyrie réalise son erreur, ayant pensé que l'Ynix avait été créé avec la flamme de vie. Le majestueux phénix orange, l'Ynix, se dresse fièrement sur un ciel lumineux. Lyrie comprend maintenant qu'elle n'a pu voir le spectre que parce que l'Ynix l'avait avalé. Gemma remarque que le duc convoque souvent Sir Grey, un détail qui semble maintenant de mauvais augure. Lyrie écoute avec une expression lourde et inquiète. Serrant le poing, elle regrette d'avoir ignoré ses sentiments d'inquiétude face à la situation. Horrifiée, elle réalise que la blessure de Sir Grey et les spectres n'était pas dans l'histoire originale et craint où cette nouvelle intrigue mènera. Une vision d'elle-même, souriante dans le passé, apparaît au sein des fragments d'un engrenage brisé. Debout avec une détermination renouvelée, Lyrie attire l'attention de Gemma. Elle ordonne à Gemma d'avertir Lord Théo et Lady Rosarine qu'une peste suit les spectres. « Oui, dame Lyrie, dit Gemma, regardant Lyrie s'éloigner avec détermination.
Lyrie s'arrête devant un lavabo, sa résolution vacillant un instant. Ses yeux inquiets tombent sur un journal. Elle serre le journal, ses jointures blanches de tension. Gemma observe en silence Lyrie tenant le papier froissé. Lyrie demande à Gemma de dire à tout visiteur qu'elle n'est pas disponible. Elle marche résolument dans le couloir, l'article angoissant serré dans sa main. Le titre froissé du journal est révélé. Le changement de cœur du grand-duc d'Arthin. Sur une vue du Grand-Duché, la nouvelle est annoncée. Le grand-duc Théo a eu un changement de cœur. Une élégante femme âgée lit l'article, qui prétend que Théo est tombé amoureux de Rosaline Melzébian pendant la peste du Nord. L'impératrice se souvient avoir mentionné la fille du marquis, Selgionelle, avec un sourire rusé. Une femme rousse, Selgionelle, affiche un sourire narquois confiant et maléfique. L'impératrice exprime sa satisfaction à Selgionelle pour avoir réussi à semer les rumeurs dans les journaux. L'impératrice sourit froidement, confiante qu'une rupture n'est plus qu'une question de temps. Alors que Lyrie lit le journal seul, une narration explique que le scandale public va sûrement fissurer leur relation. La narration médite que de petites suspicions sont fatales à l'amour. Alors que Lyrie s'effondre de désespoir sur le sol. La dernière pensée plane dans l'air. Elle réalisera bientôt qu'elle était stupide. L'impératrice dit avec confiance à Selgionelle que les fiançailles entre le grand-duc et la princesse seront bientôt rompues. Satisfaite de son stratagème, l'impératrice pousse un rire triomphant. Elle esquisse un sourire entendu et satisfait, son plan se déroulant parfaitement. L'impératrice s'offre d'envisager Selgionelle comme partenaire pour son fils, à la grande surprise ravie de Selgionelle. La congédiant, l'impératrice observe Selgionelle s'incliner et partir. Une autre dame de compagnie demande prudemment à l'impératrice si elle a vraiment l'intention d'accorder la requête de Lady Selgionelle. L'impératrice sourit d'un air suffisant, pensant que l'issue est déjà décidée. Loin de là, Théo inspecte un village et demande à un chevalier s'il y a de nouveaux cas de peste. Soulagé d'entendre que le confinement peut bientôt être levé, Théo dit avec empressement qu'il peut enfin contacter Lyrie et demande son dispositif de communication. Un orbe de communication frénétique lui est apporté, criant son titre. L'orbe se plaint furieusement d'avoir été occupé à combattre des bêtes démoniaques, et demande s'il a une idée de ce qui s'est passé. « As-tu vu le journal ?» hurle l'orbe, tandis qu'une Lyrie chibi en colère apparaît derrière un Théo abasourdi. Fixant l'article en état de choc absolu, un Théo chibi hurle. « Mais qu'est-ce que c'est que cet article ?» L'expression de Théo s'assombrit d'une fureur froide. Ailleurs, une Rosarine furieuse brandit le journal scandaleux détaillant le supposé changement d'avis et la rupture du grand-duc. À côté d'elle, Théo lit l'article avec incrédulité, demandant avec colère qui a écrit ces ordures sur lui, passant la nuit avec Lady Melzébian. La voix de l'appareil de communication explique que les rumeurs ont commencé lorsqu'ils sont entrés ensemble dans la zone de quarantaine et sont maintenant largement crues en raison des détails spécifiques de l'article. Dans une explosion chibi, Rosarine et Théo nient furieusement les affirmations, criant qu'elle n'a jamais été dans sa calèche et qu'il était occupé à combattre des bêtes démoniaques. Adil apparaît dans l'orbe, expliquant frénétiquement que, bien qu'ils sachent qu'ils sont innocents, leur innocence n'est pas le problème le plus pressant pour le moment. Il s'inquiète que la princesse ait dû voir l'article et se méprenne sûrement, mais un Théo choqué insiste sur le fait que Lyrie ne croirait jamais de tels mensonges. Les larmes coulent sur le visage de Roséarin alors qu'elle commence à sangloter. Rosarine pleure qu'elle ne pense pas que Lyrie le croit, mais elle est terrifiée que si le malentendu n'est pas dissipé, Lyrie finisse par la haïr. Pointant un doigt accusateur, une Rosarin furieuse déclare qu'elle ne pardonnera jamais à son Altesse, tandis que Théo, la repoussant, insiste sur le fait que ce n'est pas sa faute, et qu'il doit arranger ça maintenant. La scène se déplace vers un grand domaine, alors qu'une voix appelle Lady Lyrie. Toc toc. La main d'une femme de chambre frappe à une porte, alors qu'elle annonce un appel de la jeune dame du comte Melzébian. Gemma rapporte à Lyrie qu'ils sont malheureusement à court d'eau bénite nécessaire pour aider Sir Grey à récupérer plus vite. Lyrie, concernée, demande s'ils ne peuvent pas simplement en obtenir du palais impérial. Elle demande à Gemma de contacter son père au palais, mais Gemma s'inquiète de ce que le duc fera s'il apprend que Lyrie et Sir Grey ont été blessés. Tenant l'appareil de communication, Gemma demande avec hésitation si Lyrie va vraiment demander de l'aide au grand-duc. Pendant ce temps, des rumeurs courent selon lesquelles le grand-duc Arthin et Lady Melzébian seraient tombés amoureux au milieu de la catastrophe qui frappe le Nord. Dans la capitale, un homme blond lit l'article avec un amusement cynique, commentant les priorités du pays en sirotant son thé. Se souvenant de l'article et d'un moment passé à consoler une Lyrie en pleurs, il médite sur à quel point il a été stupide.
Un sourire éclatant se répand sur son visage, alors qu'il réalise qu'une occasion en or vient de lui tomber dessus. Réfléchissant à son prochain coup, il se souvient d'une vision de Lyrie s'éloignant de lui. Son expression devenant sérieuse, il annonce via un appareil de communication qu'il a une faveur à demander. À l'autre bout du fil, la voix de Lyrie demande ce qui ne va pas avec son visage, à sa grande confusion. Il remarque à quel point elle a l'air hagard, et une image d'une Lyrie fatiguée apparaît dans l'orbe lumineux. UGH. Une Lyrie agacée apparaît dans l'orbe, demandant sèchement si sa réponse est non. L'homme blond rétorque que si elle a besoin d'eau bénite, elle peut venir elle-même au palais du prince héritier, laissant Lyrie bredouiller d'incrédulité. Arrivée en personne, une Lyrie sévère exige qu'il lui donne l'eau bénite maintenant. Le prince héritier lui offre effrontément du thé et des gâteaux, déclarant qu'elle ne pourra avoir l'eau bénite que si elle reste. Résignée, Lyrie s'assied pour le thé tandis que le prince héritier l'observe silencieusement. Lyrie informe le prince héritier que même si l'article était vrai, ce n'est pas son affaire. Serrant sa poitrine dramatiquement, il s'exclame que quand elle traverse une période si difficile, comment pourrait-il ne pas s'en soucier ? Il continue son discours passionné, se penchant plus près d'elle par-dessus la table. Son expression passe à une de surprise. Il rejette l'inquiétude de Lyrie concernant sa main, lui disant que ce n'est rien. Clac ! Lyrie claque sa main bandée sur la table, exigeant de savoir ce qu'il entend par rien. Un rouleau de bandage frais repose sur la table à côté d'un plateau de dessert. Lyrie insiste qu'elle va bien, mais le prince héritier menace de retenir l'eau bénite à moins qu'elle ne le laisse soigner sa blessure. Dans une jolie fantaisie, un prince héritier chibi applique doucement des médicaments sur la main d'une Lyrie chibi boudeuse. Pendant qu'il s'occupe de sa blessure, Lyrie demande doucement s'il n'a pas pu contacter Théo. Il confirme qu'elle n'aurait pas pu, expliquant que Théo est occupé à combattre des monstres au nord, tout en enveloppant soigneusement sa main. Une Lyrie irritée exige de savoir ce qu'il insinue. Le prince héritier la regarde sérieusement et déclare que l'article n'est pas du tout vrai. Alors qu'il termine d'attacher le bandage, il explique que, bien que Théo puisse être lent à agir, c'est le genre d'homme qui va jusqu'au bout des choses. Il ajoute ensuite avec un soupir qu'il est vrai que Théo est une vraie plaie. Lyrie le regarde, son expression s'adoucissant avec surprise. Elle se demande ce qui lui prend, confuse de le voir défendre Théo, alors qu'elle s'attendait à ce qu'il utilise cela comme une occasion de faire un pas. Alors qu'il termine son travail, elle remarque intérieurement qu'il dit parfois de belles choses sur Théo. Le prince héritier regarde Lyrie, ses mots ayant eu un impact. Un petit sourire pensif orne les lèvres de Lyrie. Une Lyrie chibi s'en mêle avec un bandage, avouant que c'est sa première fois, tandis qu'un Théo chibi lui dit qu'elle sert trop. L'histoire fait la transition avec une carte de titre de chapitre. Devant une magnifique propriété la nuit, Théo dit au père de Lyrie qu'il a demandé cette réunion pour discuter de quelque chose d'important. Théo anticipe le sujet, demandant au père de Lyrie s'il veut une explication sur l'article et affirmant fermement que tout est faux. Le père de Lyrie écoute avec une expression sereine. Il surprend Théo en disant qu'il n'y a pas besoin d'explication. Avec un éclair acéré dans les yeux, le père de Lyrie déclare que pour lui, le grand-duc est déjà une ordure de première classe, laissant un Théo chibi sans voix. Un Théo déterminé, enveloppé d'une aura sombre, insiste sur le fait qu'il éclaircira lui-même le malentendu avec Lyrie. Le père de Lyrie réplique, expliquant qu'elle a déjà été bien trop blessée et qu'elle n'acceptera probablement même pas de le voir. Bam! Théo est sous le choc de cette révélation. Il prononce le nom de Lyrie, son inquiétude grandissant. Son père se remémore un doux souvenir, demandant à sa femme enceinte qui elle préfère, lui ou Lord Théo, pour qu'elle choisisse instantanément Théo. Il se souvient qu'elle avait choisi une robe menthe plutôt que sa suggestion de rose, simplement parce que Théo avait dit que cela lui allait bien, notant à quel point ses sentiments étaient différents. Se remémorant comment elle rayonnait de bonheur aux côtés de Théo, il réalise que c'était la première fois qu'il voyait sa fille si joyeuse. De retour au présent, il conclut que, parce qu'elle aimait tellement Théo, son sentiment de trahison devait avoir été immense. Une image d'une Lyrie au cœur brisé apparaît tandis que son père ajoute que, par-dessus tout, elle est devenue la risée de tous. Face à Théo, il exprime sa douleur de voir son enfant souffrir à cause de lui. Avec finalité, il demande d'annuler les fiançailles et exige que Théo ne revoie plus jamais sa fille, laissant Théo sidéré. Fixant Théo avec une grimace, il insiste que même si Lyrie lui pardonne, le résultat restera le même. Il déclare qu'il ne peut pas confier sa fille à un homme aussi insouciant, capable de s'emmêler dans des rumeurs avec une autre femme alors qu'il est fiancé. « Beau-père !» s'écrie Théo avec désespoir.
Saisissant son bras, Théo implore la confiance et une chance de plus, surprenant l'homme plus âgé. Dans un cri passionné, Théo déclare qu'il ne peut pas vivre sans Lyri. La scène se déplace vers un autre domaine, alors que Lyri annonce son retour à quelqu'un nommé Gemma. Lyri dit à une domestique nommée Gemma qu'elle a apporté de l'eau bénite pour Gray. Mais la domestique semble confuse. Le personnel de la maison, y compris l'aide à lunettes et une Gemma souriante, sont rassemblés pour l'accueillir. L'aide ajuste ses lunettes, demandant s'il y a plus de problème dans le nord avant de clarifier qu'il est en fait là pour l'escorter. Rayonnant d'excitation, il invoque un portail sombre et annonce qu'ils vont au château du Grand-Duc. Deux hommes saisissent soudainement les bras d'une Lyri déconcertée tandis que l'aide explique que le Grand-Duc a ordonné de l'escorter avec le plus grand respect, la poussant à protester bruyamment. Lyri se débat, criant à Gemma d'appeler son père, mais la domestique révèle joyeusement que son père a déjà donné sa permission. Kwai, une Lyri horriblement caricaturale, hurle d'incrédulité. La scène se déplace vers une ville sombre et fortifiée au pied d'une montagne. À l'intérieur du château, Théo se tient devant une porte et demande si Lyri est dans la pièce. L'aide l'informe qu'elle a dû s'épuiser et s'est endormie. Clac! Théo entre seul dans la pièce. Une vague de panique le submerge, alors qu'il se demande si elle s'est déjà échappée. Il aperçoit quelque chose et commence à l'appeler par son nom. Il défonce une porte, criant « Lipé !» Il se fige immédiatement, une rougeur se répandant sur son cou. Là, Lyri se tient, fraîchement sorti du bain, passant une main dans ses cheveux blonds humides. Leurs regards se croisent, et tous deux sont frappés d'un choc total. Lyri lui crie de partir, le traitant de pervers alors qu'il recule en panique. Un Théo mortifié et rougissant insiste frénétiquement qu'il n'a rien vu. Serrant une serviette, une Lyri irritée exige de savoir comment il peut prétendre n'avoir rien vu. Maintenant vêtue et assise, Lyri insiste qu'ils ont eu un contact visuel, mais un Théo troublé, les bras croisés, jure qu'il est sérieux. Une minuscule Lyri furieuse agrippe sa cape, lui exigeant de répéter ce qu'il vient de dire. Couvrant son visage rougissant, Théo confesse que s'il l'avait vraiment vu, son cœur aurait battu si fort qu'il n'aurait pas pu respirer. Troublée, Lyri change de sujet, lui demandant pourquoi il l'a amené ici. Elle le regarde alors qu'il se tient toujours le dos tourné vers elle. Lyri repense à l'article de journal scandaleux sur le changement de cœur du duc Théo, admettant que c'était une situation propice au malentendu. Se serrant la poitrine, Théo jure passionnément que son cœur n'a jamais vacillé, pas même un instant. Lyri détourne le regard, lui rappelant qu'ils étaient à peine ensemble dans le Nord. Reflété dans un miroir, Théo se blâme, disant que s'il avait trouvé un moyen de la contacter, elle n'aurait jamais eu ce malentendu. Dans l'esprit de Théo, une Lyri désemparée crie d'angoisse, piégée dans un cadre de roses épineuses. Théo dit à Lyri qu'elle aurait normalement exigé de connaître la vérité, remettant en question ses actions. Il lui demande pourquoi elle reste silencieuse cette fois-ci, alors qu'elle est assise pensivement, une serviette à la main. Vilain. Lyri laisse tomber la serviette et se lève, admettant qu'elle pensait que les rumeurs étaient vraies, parce que c'est ainsi que les choses sont censées se passer. Un Théo perplexe lui demande ce qu'elle entend par « Comment cela est censé être ?» Détournant le regard avec une expression troublée, Lyri peine à s'expliquer. Elle commence à lui parler du roman qu'elle a lu, le prenant par surprise. Entourée d'images de roses et d'engrenages d'horlogerie, Lyri termine en expliquant que c'est ainsi que l'histoire a été écrite à l'origine. Théo fait le lien, demandant si cela signifie que lui et la fille du comte, Rosaline, sont les personnages principaux de son monde romanesque, tandis qu'un diagramme utile illustre leur relation prédestinée. Avec une fenêtre pop-up annonçant « Mise à jour terminée avec Suki », Théo dit calmement qu'il comprend. Théo réalise que son étrange savoir est la raison pour laquelle elle semblait parfois une prophétesse, et quand Lyri lui demande s'il la croit, il confirme que tout cela a un sens parfait. Avec un sourire charmant, Théo déclare qu'il croira tout ce qu'elle dit, faisant rougir une Lyri chibi, qui pense à la façon dont il fait battre son cœur. Un Théo chibi demande si le roman est la raison pour laquelle elle a cru le faux article, et Lyri admet qu'elle pensait que le destin suivait son cours, provoquant une explosion furieuse de « Ne sois pas ridicule !» Point. Théo réfute passionnément son hypothèse, déclarant qu'il n'a Dieu que pour elle et qu'il n'est pas destiné à tomber amoureux de Lady Melzebian. Il déclare farouchement qu'il ne se soucie d'aucun roman ni d'aucun destin et lui ordonne de ne pas penser autrement, laissant une Lyri stupéfaite, entourée de points d'interrogation. Surpris, Théo regarde Lyri le fixer avec une expression sérieuse. Lyri demande pourquoi il romprait si l'article est faux, et Théo avoue que c'est parce qu'il a entendu qu'elle était profondément blessée à cause de lui.
Une image du père enragé de Lyrie apparaît, criant à propos de la trahison de Théo et racontant comment le duc Stella lui a dit que Lyrie était déprimée, à la grande confusion de leurs alter ego chibi. Touchant son menton, Lyrie réfléchit que son père a dû être très inquiet pour elle. Quand Théo lui demande pourquoi elle s'est enfermée, Lyrie dit simplement que c'était parce qu'elle ne voulait pas être dérangée. Alors que les pages d'un livre s'envolent, Lyrie explique qu'elle devait confirmer que les événements du Nord, qui différaient du roman, n'étaient pas de sa faute. Une image divisée montre son passé en train de lire et son moi actuel en tant que Lyrie, alors qu'elle explique qu'elle a essayé de protéger tout le monde depuis qu'elle a possédé ce corps. Elle se souvient comment l'intrigue a commencé à dévier de l'original, repensant à une femme encapuchonnée tenant un bébé. La divergence, explique-t-elle, a commencé avec la peste inattendue et l'apparition de bêtes démoniaques. Elle poursuit se souvenant des spectres imprévus et de sa terreur que quelque chose d'encore plus horrible et inattendu ne se produise. Lyrie explique que c'est pourquoi elle s'est enfermée, relisant constamment le roman pour déterminer pourquoi les choses avaient si mal tourné. Alors que l'image d'un puzzle se brise, Lyrie déclare que peu importe combien de fois elle a vérifié, la conclusion était toujours la même. Les yeux baissés, Lyrie regarde Théo et admet qu'elle pense que tout est de sa faute. Ses yeux brûlent de détermination et ses crocs apparaissent, alors qu'elle jure de prendre ses responsabilités et de sauver le Nord, quoi qu'il arrive. Elle promet à Théo que même si sa partenaire prédestinée apparaît, elle restera à ses côtés pour protéger leur foyer. Fermant les yeux, elle soupire, admettant que malgré sa résolution, elle ne veut vraiment pas le quitter. Elle sourit brillamment, déclarant que ce serait dommage d'abandonner maintenant après tout ce qu'ils ont traversé. Wouah! Théo la tire soudainement dans une étreinte serrée, coupant sa phrase sur le fait de ne plus vouloir penser au roman. Serrée contre lui, Lyrie s'excuse d'avoir changé son destin sur un coup de tête. Théo lui sourit, lui murmurant qu'il acceptera volontiers le destin qu'elle a changé pour lui. Les deux partagent une étreinte chaleureuse et aimante dans la pièce ensoleillée, leur malentendu enfin résolu.